Plonge dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, Nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado Nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du balado Nuance, je discute avec Edith des mythes entourant l'autisme. Edith est professeure chercheuse en fondement de l'adaptation et intervention auprès des élèves handicapés au campus de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski. Elle a d'abord réalisé un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Pendant sa maîtrise, elle s'est intéressée aux interventions auprès des élèves ayant un trouble de l'orthographe. Puis, elle s'est intéressée aux élèves autistes pendant son doctorat. Par la suite, elle a réalisé un stage postdoctoral où elle a joint ces deux champs d'expertise pour s'intéresser aux méthodes d'enseignement pour favoriser l'accès à la littératie des élèves autistes ayant une déficience intellectuelle. Elle a été professeure invitée aux unités départementales de l'éducation de l'UQAR en 2017-2018 et y est professeure régulière depuis 2021. Elle enseigne principalement des cours portant sur l'intervention, soit auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, auprès des élèves ayant une déficience intellectuelle ou auprès d'élèves autistes. Bonjour Edith, merci d'avoir accepté notre invitation et de prendre de ton temps pour cette discussion nuancée sur l'autisme. Merci de l'invitation. Donc avant d'aller plus loin, dis-nous, qu'est-ce que c'est l'autisme? L'autisme, c'est une condition neurodéveloppementale, ce qui veut dire que ça arrive très tôt dans le développement de la personne, probablement dès que la personne est dans le ventre de sa mère. OK. C'est pas une maladie, ça s'attrape pas. On va parler aujourd'hui d'une forme de neurodiversité, donc d'une variation neurologique. C'est intéressant cette nuance. Quand tu parles de variation neurologique, est-ce que ce serait par rapport à la norme ou au développement neuronal typique comme on l'entend? Oui, tout à fait. Okay. C'est ce à quoi on réfère quand on parle d'une personne neurotypique, ce qui veut dire que son fonctionnement neurologique est dans la norme, alors qu'on pourrait parler d'une personne neurodivergente lorsque le développement neurologique diffère de cette norme. OK. La neurodivergence concerne les personnes autistes, mais aussi les personnes ayant des troubles 10 comme la dyslexie, la dysorthographie, etc., des personnes qui ont un TDAH et certaines particularités comme la bipolarité ou d'autres troubles de santé mentale. OK, super intéressant. Plus spécifiquement, en lien avec les personnes autistes, d'un point de vue clinique, on va décrire ces personnes-là comme présentant des particularités dans deux grandes catégories de symptômes. On retrouve cette description dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5. D'abord, la première grande catégorie, ce sont les particularités de la communication et des interactions sociales. Ça peut s'observer par une difficulté d'avoir une réciprocité sociale ou émotionnelle, de comprendre ou d'utiliser des comportements non verbaux ou encore de développer et maintenir des relations sociales. OK. Puis, comment ça peut se manifester, ces particularités-là, concrètement? Mais par exemple, on pourrait constater que la personne a des difficultés à s'exprimer. Ça pourrait aller jusqu'à être non-verbal. On pourrait aussi remarquer que la personne a un affect très neutre quand elle nous parle, ou encore que son non-verbal ne correspond pas au contenu de ce qu'elle nous dit. Enfin, la personne pourrait avoir de la difficulté à entrer en relation avec les autres. Elle pourrait méconnaître les conventions sociales, ce qui occasionnerait toutes sortes de malentendus. OK, je vois bien comment ça peut se présenter. Oui. Ensuite, dans la deuxième catégorie, il y a la présence de comportements et d'intérêts répétitifs ou restreints. On peut entrer dans cette catégorie-là, les mouvements répétitifs ou stéréotypés, les intolérances au changement, la présence de routine, avoir des intérêts anormaux dans leur intensité. Et depuis la dernière version du manuel diagnostique, du DSM, on a intégré la présence d'hyper- ou d'hyposensibilité aux stimuli sensoriels. Intéressant. J'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler de ça, hypersensibilité. On l'abordera entre autres là, dans un prochain épisode du balado Nuance. Quand tu parles d'intolérance au changement, peux-tu nommer quelques exemples de la forme que ça peut prendre? Même chose pour les mouvements qui seraient répétitifs ou stéréotypés, et même les intérêts anormaux là, dans leur intensité. Oui, ça pourrait prendre plusieurs formes, encore une fois.
Par rapport à l'intolérance au changement, la personne pourrait insister pour avoir toujours le même horaire, s'habiller avec le même type de vêtements ou être toujours dans les mêmes couleurs de vêtements. Lorsque des changements seraient trop importants, elle pourrait avoir de la difficulté à fonctionner. Ça pourrait, à la limite, devenir impossible. Ou ça pourrait engendrer des moments de ce qu'on appelle un effondrement autistique, ce qu'on appelle aussi parfois des crises. OK. Pour les mouvements répétitifs ou stéréotypés, on peut observer des mouvements oscillatoires des mains. En anglais, on va appeler ça du hand flapping. La personne peut se balancer d'avant en arrière. On peut faire des mouvements aussi devant des sources lumineuses. Ces mouvements-là ont diverses fonctions. Les personnes autistes parlent parfois d'effets calmants, d'une façon de se connecter avec l'environnement ou encore d'aller chercher une certaine satisfaction au niveau des perceptions. C'est intéressant que tu abordes la fonction de ce comportement-là. Nous, on le voit de l'extérieur. Ça peut paraître anormal, atypique, mais ça aurait une fonction pour les personnes autistes, là. Oui, tout à fait. Puis maintenant, pour les intérêts restreints, c'est très variable, mais parfois, c'est quelque chose qui entre bien dans la conversation. Par exemple, aimer les chevaux, aimer les chats ou encore être passionné de Minecraft. Mais parfois, ça passe moins inaperçu, là. On pourrait penser à quelqu'un qui s'intéresse aux arrêts d'autobus dans la ville de Chicago alors qu'il reste à Lévis. Oui, c'est très, très précis, très particulier. Je peux comprendre que ça s'insère moins bien. Oui, tout à fait. Donc, ce sont pas toutes les personnes autistes qui ont le même besoin de soutien. Je pense que c'est important de le mentionner. Okay. Mais on s'entend pour dire que pour avoir un diagnostic d'autisme, on doit avoir un besoin de soutien, autant pour les particularités au niveau de la communication et des interactions sociales que pour les particularités au niveau des comportements et intérêts, des comportements répétitifs et restreints. On distingue 3 niveaux de besoin de soutien. Le niveau 1 signifie que la personne a besoin de soutien. Le niveau 2, qu'elle a un besoin de soutien important. Et le niveau 3, que la personne a un besoin de soutien très important. C'est vraiment intéressant parce que j'ai déjà entendu, là, en milieu scolaire, par exemple, les fameux niveaux, mais j'avais aucune idée à quoi ça référait, à quoi c'était associé. Là, je comprends que finalement, c'est un niveau de besoin de soutien pour la personne autiste, là. Oui. Pour essayer de décrire un peu à quoi pourraient correspondre ces niveaux de soutien, on pourrait penser au terme Asperger, qui n'est plus nécessairement utilisé aujourd'hui quand on va donner un diagnostic, parce qu'il a été intégré là, dans le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Mais on pourrait voir plusieurs personnes Asperger comme ayant un besoin de soutien de niveau 1. Puis à l'autre bout du spectre, on pourrait voir que les personnes non-verbales avec d'importants comportements très rigides, qui vivent tous les éléments du quotidien comme une constante agression, ces personnes-là, on pourrait les voir comme ayant un besoin de soutien de niveau 3. Bien sûr, cela dit, chaque personne est unique. Et comme on dit souvent, quand on connaît une personne autiste, bien, on connaît une personne autiste. Je comprends, mais ça donne quand même une idée de ce fameux spectre là, de niveau 1, 2 et 3 là. On peut bien s'imaginer là, ce que ça représente. Maintenant, Edith, on a fait un tour d'horizon de ce qu'est l'autisme. En tout cas, pour ma part, je comprends mieux maintenant. Je présume que c'est le cas pour nos auditeurs. J'ai envie maintenant de te poser une question. Tu es experte de ton domaine, donc ça fait plusieurs années que tu t'intéresses à l'autisme. C'était peut-être pas le cas il y a quelques années, peut-être en début de carrière. Est-ce que tu seras en mesure de nous partager une conception que tu avais liée à l'autisme qui serait erronée? Donc, une conception que tu avais avant de développer ton expertise. Oui, bien en fait, l'autisme m'a toujours fascinée. Je me souviens du premier contact que j'ai eu avec un élève autiste. C'est un élève avec qui j'ai travaillé en début de carrière. Dans son dossier, c'était indiqué qu'il avait une déficience intellectuelle légère. Je travaillais souvent avec lui, puis j'en étais venue à me dire que je comprenais pas si bien les enjeux qui entouraient la déficience intellectuelle parce qu'il réussissait à peu près tous les exercices qu'il avait à faire. Puis il était alors en 3e année du primaire. Il passait par contre par une logique qui était différente des autres élèves. J'avais aussi remarqué qu'il y avait des routines qui n'arrivaient pas à changer. S'il descendait l'escalier à droite en tenant la rampe et qu'un groupe montait l'escalier et lui bloquait le chemin, il perdait alors tous ses moyens. Au lieu de se tasser, comme tous les autres enfants auraient fait, il devenait comme une statue et il attendait que le groupe passe en le contournant pour continuer son chemin. Un jour, j'ai parlé avec sa mère et je lui ai fait remarquer que
qu'il comprenait vraiment plusieurs tâches, qu'il demandait de l'abstraction et que c'était quand même étonnant pour un enfant qui avait une déficience intellectuelle. Elle m'a alors dit que certains pédopsychiatres penchaient récemment vers un diagnostic d'autisme. Je me souviens qu'à ce moment-là, dans notre conversation, il y avait eu un silence. Probablement parce qu'on cherchait toutes les deux à comprendre d'où venait ce diagnostic-là. À l'époque, quand on parlait d'autisme, on associait beaucoup cela à des enfants complètement refermés sur eux-mêmes, qui n'utilisaient pas la parole et qui faisaient beaucoup de gestes moteurs stéréotypés, comme se balancer d'avant en arrière ou battre des mains. Cet élève-là était loin de tout ça. Mais avec le recul, il y avait clairement des caractéristiques qui se rapportaient à de l'autisme. C'est intéressant. Eh bien, merci pour ton partage d'abord, mais c'est intéressant ce que tu abordes en lien avec les conceptions de l'époque. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais c'est ça super intéressant pour la compréhension qu'on a de l'autisme et de ses symptômes, ses manifestations. Justement, en me référant à ce que tu dis, j'imagine que le deuxième type d'élève autiste que tu décris dans ton exemple, qui aurait des gestes stéréotypés, qui se balanceraient d'avant-arrière, on parle peut-être d'un enfant qui aurait des besoins de niveau 3 par rapport à son fonctionnement au quotidien. Par contre, l'élève que tu as côtoyé, est-ce que ce serait plutôt un élève qui avait un besoin de soutien de niveau 1? Bien, c'est sûr que mon rôle, c'est pas d'émettre un diagnostic par rapport au niveau de soutien. Aussi, je constate que la ligne est souvent mince entre ce qui distingue un niveau de soutien 1 d'un niveau de soutien 2 ou encore d'un niveau de soutien 2 vers un niveau de soutien 3. Bien, c'est un peu ce que j'observe ici, là. Dans mes cours, j'aime mieux expliquer aux étudiants qu'on va essayer de voir ce niveau de soutien comme étant de soutien 1 ou 2 ou encore 2 ou 3. Donc oui, on pourrait dire dans cet exemple-là, l'élève que je côtoyais, probablement que son niveau de soutien, il était un niveau de soutien 1 ou 2, tandis qu'un élève qui aurait fait énormément de signements des mains, de gestes moteurs stéréotypés, qui n'aurait pas utilisé la parole ou qui n'aurait pas pu suivre le cursus scolaire, bien, on l'aurait davantage mis avec un niveau de soutien 2 et 3. Je comprends. C'est grandement en lien, le niveau de soutien, avec finalement le fonctionnement au quotidien de la personne, de l'enfant, là. Oui, tout à fait. Excellent. Ben maintenant qu'on a une meilleure idée de ce qu'est l'autisme, je t'invite à écouter le témoignage de Sarah. Je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans et je viens de me trouver un emploi en tant que développeuse informatique. J'ai reçu un diagnostic d'autisme dans mon enfance et j'ai bénéficié de soutien tout au long de mon parcours scolaire. Par contre, à l'âge adulte, je me retrouve souvent confrontée à des fausses croyances sur ma situation. J'entends souvent des gens supposer que l'autisme peut être guéri à l'âge adulte et ça me frustre parce que je sais que l'autisme est une partie de qui je suis et donc il ne peut pas être guéri. Au travail, certains de mes collègues pensent que les personnes autistes manquent d'empathie, alors que je sais que je suis capable d'empathie, même si je suis souvent mal comprise en raison de ça. Mes amis supposent parfois à tort que je suis ultra rigide dans mes habitudes et mes routines. Récemment, j'ai entendu dire que les adultes autistes sont souvent isolés et ça me frustre parce que j'ai un groupe d'amis proches et je m'engage dans des activités sociales. Donc, on remercie Sarah pour son témoignage. En l'écoutant, Marie-Pierre et moi, on a soulevé quelques éléments qui nous semblent particulièrement importants d'aborder avec toi aujourd'hui. Donc, on a plus précisément ciblé 3 mythes qu'on aimerait que tu nous aides à décortiquer. Est-ce que ça te convient? Oui, bien sûr, allons-y. Excellent. Donc, le premier mythe serait celui que l'autisme est toujours associé à un retard intellectuel. Oui, c'est en effet un mythe très persistant. En fait, selon les études, le nombre de personnes qui auraient une déficience intellectuelle associée est très variable. Une étude mentionne récemment qu'environ 1 personne sur 3 aurait une déficience intellectuelle. Ça correspond grosso modo au nombre de personnes qui ont un niveau de besoin de soutien de niveau 3, en fait. Donc, un niveau de besoin de soutien très important. Souvent, ça va être des personnes non-verbales qui ont beaucoup de difficultés à comprendre leur environnement, à entrer en contact avec les autres. Ces personnes ont souvent des comportements qui sont très mal adaptés à leur environnement. C'est surtout pour ça qu'on considère qu'elles ont une DI, en fait. C'est intéressant comme nuance. Puis en fait, c'est ça, 1 sur 3, ben, c'est loin d'être la majorité des personnes autistes, là, donc quand même. Oui, tout à fait. Puis toutefois, selon moi, c'est difficile de statuer
un niveau de déficience intellectuelle tant qu'on n'a pas trouvé le canal pour communiquer avec la personne. Je donne un exemple pour illustrer ce que je veux dire. On pourrait pas dire qu'une personne qui vient d'arriver au Québec et qui parle seulement le swahili a une déficience intellectuelle parce qu'elle n'a pas réussi les tâches qu'on lui demandait. Parce qu'il faut en fait qu'elle comprenne les tâches qu'on lui demande. Alors, selon moi, c'est un peu le même raisonnement qu'il faut avoir avec les personnes autistes. Donc, il faut parler de DI avec une certaine réserve. Bien, encore une fois, c'est super intéressant comme nuance, mais comme analogie, là, on comprend qu'on doit un peu être sur une base de compréhension commune avec la personne autiste pour poser notre regard sur ça, là. Oui. Puis par rapport à la déficience intellectuelle, dans le milieu scolaire, il y a vraiment plusieurs acteurs et actrices scolaires qui sont sensibilisés à ce qu'est l'autisme. Selon moi, plusieurs comprennent mieux là, qu'est-ce que c'est l'autisme et la distinguent de la déficience intellectuelle. Okay. Quand j'ai fait mon doctorat, je m'intéressais aux représentations sociales du trouble du spectre de l'autisme chez les acteurs et actrices scolaires. En résumé, je voulais essayer de mettre en lumière comment le personnel enseignant et le personnel scolaire du Bas-Saint-Laurent vont décrire les personnes autistes. Intéressant. Dans le milieu de mon doctorat, j'ai découvert que la question avait déjà été fouillée justement dans la région du Bas-Saint-Laurent une quinzaine d'années auparavant. C'est quand même intéressant parce que même si ça comporte des limites méthodologiques, ça m'a permis de vérifier si les représentations sociales étaient les mêmes ou si elles avaient changé. Et là, j'ai découvert qu'au début des années 2000, le personnel enseignant considérait presque d'emblée les personnes autistes comme ayant une déficience intellectuelle. 15 ans plus tard, le discours était plus modéré. Il se transformait. On était capable de verbaliser des caractéristiques propres à l'autisme, de dire que l'autisme et l'ADI étaient deux diagnostics différents. Toutefois, en creusant un peu, on se rendait compte qu'il y avait encore une certaine résistance dans le discours. Ah, ben, c'est intéressant, ça nous ramène à cette évolution-là de la compréhension de l'autisme dont on a parlé tout à l'heure, mais là, j'entends qu'il y avait quand même encore une résistance en 2015. Là. Oui, en fait, dans les représentations sociales, il y a une branche qui s'intéresse à la transformation de ces représentations-là. Faut dire d'emblée qu'une représentation, c'est excessivement difficile à changer. Le changement, ça demande de l'énergie et à moins d'y être obligé, le cerveau humain va vraiment essayer de conserver la même façon de penser. Ah ouais. Mais il y a parfois des transformations qui sont obligatoires. On peut penser à la COVID, qui a eu un grand impact sur notre façon de penser, de voir les microbes, le lavage des mains, etc. Pendant un moment, on a vraiment changé nos façons de faire. Il y avait des choses qui se faisaient plus, comme se serrer la main, faire la bise à un inconnu. Puis là, tranquillement, on revient à comment on agissait avant. Avec l'autisme, on est aussi dans une période, selon moi, de transition, de changement dans notre façon de concevoir ce qu'est l'autisme. Par contre, c'est un changement qui est très lent. Et selon moi, c'est normal là, que ça se fasse sur plusieurs décennies, là, sur plusieurs générations. Puis c'est normal de voir de la résistance. Mais en même temps, je trouve que c'est positif de voir que petit à petit, on associe de moins en moins l'autisme à la déficience intellectuelle. Ben oui, c'est encourageant, effectivement. Puis ça nous permet d'abord, comme tu parles de représentation, une meilleure représentation de ce qu'est l'autisme, mieux comprendre pour mieux accompagner aussi peut-être, là. Oui, tout à fait. Puis selon moi, ce qui aide à cette transformation, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont un diagnostic d'autisme. Je pense que tous les enseignants auront une année ou une autre et fort probablement là, plusieurs années dans leur carrière à travailler avec des jeunes autistes dans leur classe. Puis ils vont se rendre compte que plusieurs vont réussir. Même moi, comme professeur à l'université, j'ai des étudiants qui sont autistes aujourd'hui. Donc, puis on rencontre parfois aussi certaines personnes autistes qui ont des emplois très compétitifs. Alors, devant tous ces éléments-là, on est obligé de changer notre façon de penser. Ben oui, c'est ça. Tu parles du milieu scolaire, primaire, secondaire, mais comme tu le nommes, on a des étudiants autistes à l'université dans nos milieux de travail. Donc, comme tu dis, ça nous permet d'être exposés à ça puis de mieux comprendre là, ces personnes-là. Oui, tout à fait. Mais comme je le disais un peu plus tôt, ce changement-là est pas facile. Puis il y a encore parfois de la résistance, du moins parfois dans les discours que j'ai entendus.
certains participants dans la recherche que j'ai faite au doctorat montraient de la résistance. Si je prends l'exemple de Sarah, un collègue pourrait associer l'autisme à de la déficience intellectuelle. Ben là, se rendre compte que ça peut pas être de la déficience intellectuelle puisque Sarah occupe le poste qu'elle occupe. Mais en même temps, souligner que ce qu'il considère comme souligner les limites que présente Sarah. Ses particularités au niveau de l'empathie, le fait qu'elle puisse avoir des rigidités, le fait qu'elle ait peut-être des défis particuliers au niveau de ses relations sociales. Et essayer de ramener ça à ce qui le conforte, pour lui permettre de supporter la contradiction là, dans sa tête en se disant que ben, finalement, ces distinctions-là, peut-être que ce sont des signes de déficience intellectuelle. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment des caractéristiques qui sont associées au trouble du spectre de l'autisme. C'est super intéressant ce que tu nommes. Bref, aujourd'hui, on associe parfois la déficience intellectuelle à de l'autisme, mais selon moi, on devrait vraiment le voir comme deux choses tout à fait distinctes. Bien, je pense que pour ceux pour qui c'était le cas, ou du moins qui s'y connaissaient moins, c'est un bon point de départ, là, le fait qu'on démêle tout ça ensemble dans le cadre de notre balado. On pourrait maintenant y aller avec notre deuxième mythe, soit celui que les adultes autistes ont peu de compétences sociales et manquent d'empathie. Oui, en fait, les personnes autistes ont de l'empathie. Mais cette façon, la façon de l'exprimer est peut-être différente de ce que les personnes neurotypiques ont présente comme empathie. C'est intéressant, j'ai envie de t'entendre plus là-dessus. Oui, ici, en fait, on va parler de double empathie. Je vais te donner un exemple. Je viens de me faire couper les cheveux et c'est vraiment raté comme coupe et là, ça me déprime. Puis je le dis ouvertement, là, ça me fait pas bien, ma nouvelle coupe. Donc, c'est possible que pendant la journée où je suis en train de vivre ma crise existentielle de coupe de cheveux. De coupe de cheveux. Oui, je croise plusieurs personnes qui vont me faire des commentaires. La plupart des personnes neurotypiques me diraient probablement « Ah ben non, ça te va pas si mal », alors que dans le fond, elles vont trouver que ça me va pas si bien que ça. Ah oui, on est de même. Hein? Oui, c'est ça. Donc, elles vont faire ça pour m'encourager, par empathie, justement, pour me soutenir dans cette terrible épreuve et que je sois pas trop découragée de ma nouvelle tête. Ouais. Bon, la personne autiste pourrait, au contraire, confirmer que ça me va vraiment pas bien. Elle me dirait « T'as raison, c'est vraiment, ça te va pas du tout ». Pour elle, c'est une façon d'être empathique. Elle me dit la vérité. Elle se montre solidaire avec moi. C'est pourquoi elle me mentirait. C'est moi-même qui dis ouvertement que je trouve ça laid. Ah ouais, ben c'est un exemple assurément farfelu, mais je trouve que ça image très bien ce qu'est la double empathie, là, c'est très clair. Oui, en fait, ce genre de convention sociale non écrite, comme le fait de pas dire à une personne que ses vêtements lui vont pas bien, que son parfum lui va pas, ou encore que sa coupe de cheveux l'avantage pas, c'est souvent inaccessible ou encore incompréhensible pour les personnes autistes. Pourquoi est-ce qu'il faut dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire à une personne que sa coupe de cheveux est ratée si c'est évident? Au travail, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas souligner qu'une personne en fait moins? Si, quand on est autour de la machine à café puis que la personne n'est pas là, on ne se gêne pas pour le dire. Pourquoi est-ce qu'il faudrait rire d'une blague qui n'est pas drôle simplement parce que c'est le patron qui le dit? En fait, on a comme toutes sortes de règles non écrites, de façons de faire propres à chaque milieu de travail qu'on pourrait appeler la culture du milieu et qui, quand on les questionne, ben, ça repose sur pas grand-chose. Oui, c'est vrai. À la limite, dit comme ça n'a pas beaucoup de sens, toutes ces règles non écrites-là. Là. Oui, en fait, les personnes autistes trouvent souvent que les personnes neurotypiques ont de drôles de réactions ou des réactions qui sont contradictoires. Et quand on est capable, comme neurotypique, de regarder ça objectivement, on se rend compte que ce sont souvent les personnes autistes qui ont raison. En résumé, c'est pas tant les personnes autistes qui manquent d'empathie, c'est plutôt qu'elles ont une façon différente de la nôtre d'exprimer leur empathie. Je pense que ce qui est essentiel dans ces situations-là, c'est de mettre en lumière l'inconfort pour que de part et d'autre, on se comprenne mieux. C'est extrêmement pertinent. Je pense que, justement, peut-être en tant que personne neurotypique, ben on vit avec l'inconfort de ne pas comprendre la manière dont, par exemple, une personne autiste va exprimer son empathie. Mais comme tu le dis, quand on met ça sur la table, ça facilite grandement le fait de se comprendre entre nous. Oui, tout à fait. Donc, j'irai avec notre dernier mythe, qui est celui que les adultes autistes ne peuvent pas vivre de manière indépendante et ont de la difficulté à se trouver un emploi.
Oui, ici, il y a beaucoup de nuances à faire. D'abord, il y a plusieurs personnes autistes qui sont indépendantes, qui travaillent, qui ont une famille, qui, à un moment donné, veulent se comprendre davantage et qui vont faire des démarches pour obtenir un diagnostic d'autisme. Parfois, c'est parce que dans certaines sphères de leur vie, ça fonctionne pas. Ouais. Elles essaient d'être en relation de couple et elles vivent échec par-dessus échec sans comprendre pourquoi. Parfois, c'est dans leur vie professionnelle. Elles vont se faire mettre à la porte pour des motifs qu'elles vont mal s'expliquer. Elles ont tout le temps l'impression d'être un peu champ gauche, qui manquent d'explications pour une partie de leur existence. Intéressant. Il y a différentes personnalités publiques qui ont vécu ça et qui ont accepté d'en parler publiquement. Il y a entre autres plusieurs humoristes comme Coco Béliveau, Louis T ou encore Réal Bélan, qui ont dit publiquement, là, il y a quelques années, qu'elles étaient autistes. Je suis convaincue que ce phénomène touche pas seulement les humoristes, évidemment, mais il y a quand même, et qu'il y a des personnes là, autistes dans tous les milieux. Cependant, peut-être pour des raisons là, de travail, c'est peut-être plus facile pour les humoristes de le dire publiquement. Des personnes autistes, il y en a qui gagnent très bien leur vie, qui ont une maison, qui vont conduire une voiture, qui ont des enfants. Par contre, la plupart des personnes autistes ont de la difficulté à conserver un emploi. Okay. Une étude de 2017 de Statistique Canada rapportait que les personnes autistes disaient avoir occupé 4 à 5 emplois au cours des 5 dernières années. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Oui, tout à fait. Puis ces situations font que leur situation économique demeure toujours fragile. Le fait qu'elles changent autant d'emplois et qu'elles doivent toujours repartir au bas de l'échelle. Ben oui, c'est sûr. Donc ici, si elles avaient du soutien, si leur employeur les comprenait mieux, peut-être qu'elles pourraient conserver leur emploi plus longtemps et qu'elles auraient une meilleure situation financière. En plus de cela, pour certaines personnes, le processus pour obtenir un emploi est vraiment stressant, surtout le moment de l'entrevue. La personne doit décoder les questions, qu'est-ce qu'elles veulent dire en réalité, et essayer de répondre pour se vendre, ce qui est vraiment très difficile pour certaines personnes autistes. Pour un employeur qui n'est pas sensibilisé à ça, il pourrait facilement décider de ne pas embaucher la personne simplement en s'arrêtant à cette première impression qu'il a eue lors de l'entrevue. Ouais. En plus, une fois sur le marché du travail, comme je l'expliquais, il peut être difficile pour la personne de comprendre la culture du milieu. Je vais donner 2 exemples. Dans un milieu où il y aurait une certaine souplesse dans des moments de pause, mais que c'est entendu que s'il y a un dossier important à remettre, les employés doivent faire des heures supplémentaires jusqu'à ce que le dossier soit réglé, ça pourrait être difficile pour une personne autiste de s'intégrer si à tous les jours, elle souligne à tout le monde que la pause est terminée, à peu près à la seconde près. Et qu'elle quitte à 5 heures un soir de rush alors que les autres employés, eux, prennent des dispositions pour faire garder leur enfant. Ah ouais, ben je présume que ça pourrait être perçu comme de la mauvaise volonté alors qu'en réalité, la personne autiste fait juste adhérer et suivre un horaire. Oui, tout à fait. Surtout si on n'a pas pris le temps d'être très explicite par rapport aux attentes du milieu. La personne autiste pourrait penser bien faire justement en suivant l'horaire qu'on lui a demandé de respecter. Ben oui. Un autre exemple, dans un milieu où tous les employés dînent dans un local commun, on pourrait mal interpréter un employé autiste qui dîne seul dans son cubicule. Pourtant, l'employé autiste a peut-être d'excellentes raisons de faire ça. Peut-être que c'est le seul moment où il n'est pas sollicité, c'est le seul moment où il peut recharger ses batteries. Si les autres employés sont pas sensibilisés à ça, ils pourraient voir ce comportement-là comme un manque de solidarité. Ce qui creuserait encore plus le fossé entre les employés. Intéressant. Ce que tu nommes, en fait, c'est un comportement qu'on pourrait observer chez n'importe quel individu qui veut ce moment-là de pause pour se détendre là, puis repartir en force, mais on pourrait peut-être attribuer ce comportement-là comme étant étrange si fait par une personne autiste, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas, là. Oui, tout à fait. Puis enfin, pour ce dernier mythe-là, en lien avec l'employabilité, je pense que c'est important de nommer qu'au Canada, les personnes qui ont une incapacité de type développemental, dont fait partie l'autisme, et qui occupent un travail est seulement d'1 personne sur 4, selon Statistique Canada, alors que c'est 1 personne sur 2 pour les autres types d'incapacités. Ah, c'est très peu, hein? Oui, c'est très peu. Donc, selon moi, il faut absolument renverser cette tendance-là parce qu'il faut garder en tête que le nombre de personnes autistes augmente sans cesse. C'est essentiel qu'elles contribuent à notre société.
En plus, leur rapport, leur façon de comprendre leur monde est unique et selon moi, c'est essentiel pour arriver à résoudre les défis qu'on va devoir surmonter aujourd'hui et dans les prochaines décennies. Ben tellement. Je pense que c'est assurément des personnes qui ont beaucoup apporté à notre société. En fait, je retiens, évidemment, qu'il y a différents niveaux de besoins de soutien chez la personne autiste, que ces niveaux-là vont affecter plus ou moins le fonctionnement au quotidien. Puis, en lien avec notre dernier mythe, comme quoi une personne autiste peut pas vivre de manière indépendante, qui aurait de la difficulté à se trouver un emploi, c'est pas le cas. Là. On peut penser quelqu'un qui fonctionne très bien peut le faire, peut réussir, peut justement brasser les choses puis contribuer là, de manière très originale et nécessaire là, dans notre société. Je trouve que c'est très inspirant comme mot de la fin. On serait fou de se passer de ces gens-là. Là. Donc, je te remercie, Edith, pour cette discussion des plus enrichissantes. On a assurément réussi à démêler là, certaines conceptions erronées en lien avec l'autisme aujourd'hui. Donc, très intéressant de t'avoir avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, suivez-nous sur nos différentes plateformes pour être à l'affût des nouveaux épisodes du Balado Nuance. À bientôt! Cet épisode du Balado Nuance est propulsé par la Fondation Québec Philanthrope en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.